Bonjour, je vous remercie pour cette invitation à partager un peu quelques réflexions après nos missions. La première s'est déroulée il y a 2 ans dans la zone de Cisjordanie, ou la bande est, et la seconde 2 ans après au niveau de Gaza. C'était une mission. Les 2 missions étaient consacrées à la thérapie rénale au niveau des régions de Palestine, des 2 régions de Palestine. Et donc, le traitement de la maladie rénale par les thérapies de substitution, l'hémodialyse, est très lié à l'eau, puisque c'est un élément fondamental. Et comme vous le verrez, c'est au fait un défi de tout instant pour tous les Palestiniens, avec quelques spécificités au niveau de Cisjordanie et de Gaza. Alors, on a rencontré l'un des fondateurs à Gaza, on a rencontré l'un des fondateurs de la néphrologie palestinienne qui nous a raconté l'historique de cette spécialité qui a démarré très tôt. Vous voyez, 73, c'est vraiment très pionnier puisque c'est une spécialité assez récente et sa thérapie a démarré même en France fin des années 60, début 70. Donc c'était à l'hôpital Al-Shifa, c'était l'hémodialyse, puis la dialyse péritonéale en 78, mais malheureusement il n'y a plus du tout de dialyse péritonéale en raison de l'impossibilité d'acheminer tout simplement les poches de dialysa, et donc les patients ne pouvaient pas ne pas être dialysés. Et puis une première greffe en janvier 2013 à l'hôpital Al-Shifa, qui est un programme développé avec la Royal Liverpool University aux États-Unis. Il y a aujourd'hui environ 10 greffes par an qui se font à Gaza. Ça, c'est la première qui a été pratiquée à Gaza. Et quand on regarde le rapport de l'OMS, il y a 16 centres en Palestine, 4 à la bande de Gaza et 12 au niveau de la bande Est, la Cisjordanie. 240 appareils, en 2014 ils avaient recensé 200 000 séances, ce qui correspond à peu près à 1280 patients, ce qui n'est pas rien. Le coût moyen est estimé à 16 000 $ par an et par patient. Je vous rappelle que par exemple en France, le coût moyen d'un patient dialysé en centre est de 80 000 €. Les principales pathologies, c'est les inconnus. Donc il y a beaucoup de patients qui arrivent à un stade très évolué dans la maladie rénale. Ça, c'est vraiment le travail de prévention, et c'est un autre travail sur lequel il y a d'autres équipes qui font partie d'autres missions. Sinon, il y a le diabète et l'hypertension, comme dans beaucoup de régions du monde. Dans le rapport de l'OMS, vous voyez qu'il y a sur la bande de l'Est, dans Cisjordanie, il y a une progression du nombre de patients. Et cette progression a pris une augmentation vertigineuse, puisqu'on est par exemple, dans la région de la bande Est, vous voyez qu'il y a une augmentation qui avoisine 31% d'incidence annuelle. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est l'équipe team de la bande de l'Est, et surtout l'hôpital d'Al Khalil à Hébron. Donc Dr Chouiki, c'est la seule néphrologue qui est dans cet hôpital, et puis à côté d'elle, il y a les 2, donc Dr Chouiki, et 2 infirmiers-chefs, et puis mes collègues avec lesquels, le professeur Boffa, Sylvie, Marilène et moi, qui avons effectué cette mission. Je salue beaucoup la qualité, l'expertise des équipes, comme notre collègue l'a signalé tout à l'heure. C'est vraiment la formation et la progression au niveau des nouvelles techniques qui manquent. Alors, pour parler de la région ouest maintenant, je
Je vous ai dit, il y a 4 centres, un vers le nord, Gazaville, 2 au centre, Al-Aqsa et Nasser, et puis un dans le sud, Rafah. Il y a 730 patients dans cette bande de Gaza, répartis comme suit, une grande majorité à El-Shifa, une grande prévalence, et surtout, quand on a vu l'équipe de l'hôpital El-Shifa, ils ont initié, on voulait savoir l'incidence, ils ne l'avaient pas précisément, mais ils ont initié en 6 mois 61 patients, ce qui, sur une année, et c'est le rythme, nous ont été habituels, fait une progression de 27. Donc c'est quasiment la même qui existe sur la bande Est, et ça, c'est très préoccupant. Voilà quelques collègues donc le médecin-chef de Nasser, cette fois, et l'infirmier responsable qui paraît, avec donc Dr Badran, le docteur Karsanti, qui est le chirurgien vasculaire avec lequel nous avons effectué cette mission. Alors, pour faire la dialyse, il faut plusieurs choses. Il faut l'eau. Elle doit être disponible. Il faut une centrale de traitement qui a la capacité de donner une eau de qualité. Mais il faut aussi de l'électricité. Il faut des personnels soignants, médecins et infirmières, qui puissent aller et arriver jusqu'à l'hôpital. Et il faut des patients aussi qui puissent aussi arriver à l'hôpital, dont leur survie dépend de ce traitement. Alors, pour vous rappeler très rapidement pourquoi l'eau est capitale, parce que la dialyse, c'est l'échange entre de l'eau qu'on appelle dialysa avec le sang à travers une membrane semi-perméable. Donc vous voyez qu'il y a un contact indirect entre ces deux, et toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau peuvent passer directement dans le sang. Donc le dialysa, qu'on appelle cette eau, elle a une qualité du médicament. On ne peut pas imaginer qu'on puisse mettre le sang en contact avec une eau qui n'a pas une qualité bactériologique et physico-chimique parfaite. Donc elle doit obéir à plusieurs critères, c'est les critères d'un médicament. Elle ne doit contenir aucune substance toxique et elle doit être pure, donc amicrobienne et apyrogène et sans endotoxine. Alors on a parlé des contaminants. Je salue aussi Dr Fares qui nous a fait une présentation ce matin et qui a montré que l'eau, surtout du côté Gaza et aussi dans la bande Est, était extrêmement chargée en nitrate, en chloramine, et vous voyez que tout ça, quand ils sont en contact avec l'eau, ça donne des complications extrêmement graves. Ceci dit, l'eau aussi, quand elle est chargée en calcium, en calcaire, ça donne aussi des syndromes dits de l'eau dure, mais aussi d'autres complications. Alors, toutes les centrales doivent avoir une filtration, des adoucisseurs qui captent le calcaire, donc le calcium, le magnésium, des osmoseurs, ce qu'on appelle les osmoseurs, ce sont des membranes qui arrêtent les métaux lourds, les toxines, mais il y a aussi du charbon avant qui arrête les chloramines. Donc, cette eau, quand elle va vers les machines, elle doit être purifiée, elle ne contient plus de métaux lourds, plus de particules, pas de microbes et pas d'endotoxines. Il y a des normes européennes, des normes internationales qui sont imposées à tous les centres qui utilisent ce traitement. Et parler de la situation du traitement, de dialyser à la bande Est, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a déjà 100 barrages au niveau de cette zone. 100 barrages fixes, permanents, mais aussi 350. Et que souvent, ces barrages peuvent être fermés à tout moment, sans absolument aucune prévention ou alerte antérieure. Ce qui fait que ni les infirmières ni les médecins peuvent se rendre à l'hôpital, ni même les patients, dont leur vie dépend de leur séance de dialyse, ne peuvent aller les faire. Et ce qui est mentionné, c'est que beaucoup de patients sont morts dans les postes de contrôle quand ils ont été fermés.
Alors non seulement ça, mais quand on regarde par exemple l'hôpital Khalil Al-Ali à Hébron, on voit que leur installation de traitement d'eau était absolument vétuste. Ils ont des traitements d'eau sous-dimensionnés, ce qui les oblige à conserver l'eau qui a été traitée dans des cuves de 2005. Et vous venez de voir là, avec mon prédécesseur, que l'eau stagnante est une source de contamination directe. Donc la qualité bactériologique n'est pas bonne. En plus, ce qu'on a trouvé, c'est que la conductivité, qui est la charge ionique au niveau de l'eau qui a été traitée, était équivalente à celle de l'eau de ville. Alors, juste après notre départ, il y avait 7 patients qui ont été hospitalisés en urgence pour de l'eau dure, dont un est malheureusement décédé pour des complications liées à cette eau. Voilà un peu quelques photos de cette centrale de traitement d'eau au niveau de ces osmoseurs, et vous voyez qu'elle est complètement vétuste. À Gaza, la situation est différente. Pourquoi? Parce que l'ensemble du territoire est soumis à des coupures d'électricité. À Gaza, quand on y est, ceux qui sont allés ont bien remarqué que l'électricité n'est disponible que 4 heures par jour, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il fasse 20 degrés. Et ces coupures, bien sûr, perturbent tout le système de traitement, le fonctionnement des appareils, et c'est la grande détresse de toute l'équipe soignante et des médecins. Mais l'autre particularité aussi, par exemple, de l'hôpital El-Shifa, c'est que, à ma connaissance, le seul dans le monde, moi j'ai jamais entendu ça, c'est que c'est un service qui est soumis à une très forte tension maintenant. Il fonctionne 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne pense pas qu'il y ait un service dans le monde qui peut le faire. Et cela est dû à l'incidence très élevée de la maladie rénale, peut-être parce que la prévention n'est pas encore très efficace. Donc on ne peut pas imaginer à un moment qu'il y ait des procédures de désinfection. Alors, dans la bande de Gaza, l'accès à l'eau est extrêmement compliqué, puisque les puits d'où vient l'eau, c'est une eau qui est coupée. Coupée, c'est-à-dire mélangée avec une eau dessalée, souvent qui vient de la mer. Elle est très riche en sel, elle est très riche en calcaire et très riche en nitrite. Ces notions, c'est le docteur Fares, que je remercie, qui me les a communiquées. Alors, ils ont des adoucisseurs, certes, mais des pompes et des canalisations qui sont absolument vétustes. Leur problème, c'est qu'il n'y a pas de maintenance et pas du tout de pièces de recharge. Donc, ils bénéficient de cuves de stockage de 2500 litres pour essayer de faire face à des traitements de façon, à des coupures, pardon, de façon impromptue. Donc, les conditions pareilles, bactériologiques, ne sont pas contrôlées, mais on imagine très bien qu'elles sont absolument altérées. Alors voilà, vous voyez une partie, ce que vous voyez en blanc derrière, c'est les osmoseurs, et puis le traitement d'eau. Voilà un peu les conditions dans lesquelles ils travaillent avec les adoucisseurs et voilà, la centrale de traitement d'eau. Alors ce que je rajouterai sur le traitement, c'est que en Cisjordanie, en raison de tous ces barrages, ils sont obligés de réduire le temps de traitement des patients, parce que les patients ne peuvent pas rester tard se faire dialyser le soir, parce qu'ils seront bloqués et ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne savent pas s'il n'y a pas des barrages qui se mettent en place. Donc c'est un peu le travail à la chaîne, la course, il faut faire 3 heures maximum et ils ne peuvent pas dialyser au-delà de 21 heures, ce qui n'est pas le cas de Gaza, où la circulation à l'intérieur de Gaza est libre, et donc ils peuvent dialyser toute la nuit et faire le temps qu'il faut. Alors le challenge qui est bien sûr en matière d'eau et surtout de traitement par hémodialyse,
c'est de se mettre un peu dans la mouvance de la green nephrology ou la néphrologie écologique, puisque l'hémodialyse est quand même très consommatrice d'énergie électrique. Elle est très consommatrice d'eau. On estime, surtout quand on a des traitements d'eau vétustes, la consommation d'eau annuelle est entre 70 à 80 millilitres d'eau par patient et par an. Et puisque le rejet est entre 20 et 75% de la production de cette eau. Et puis aussi, il y a la production de tous ces déchets qui ne sont pas recyclables. Alors, la chaleur, l'électricité nécessaire au traitement d'eau, la chaleur est dégagée par les machines, tout ça donne un indice de carbone très élevé par patient et par an. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est un projet de récupération de l'eau rejetée, après l'utilisation de l'eau ultra pure pour la dialyse, et même dans les rejets de l'eau ultra pure. Alors en Australie par exemple, où l'eau manque beaucoup, ils ont créé des systèmes de filtration qui leur permet de réutiliser cette eau dans les sanitaires pour arroser les parcs. Et puis cette filtration leur permet de réduire, par exemple, dans des régions, elle leur a permis de réduire de 20 à 30% la production d'eau par dessalage à partir de l'eau de mer. Et puis ils ont calculé que ces infrastructures étaient rentabilisées en 36 mois. Sinon, la deuxième éventualité, c'est ce qu'on voit apparaître aujourd'hui sur les marchés, c'est les dialyses avec très peu d'eau. Au lieu d'utiliser pour une séance de dialyse 120 litres d'eau, il y a des systèmes qui permettent d'utiliser 6 litres d'eau. Par contre, il faut avoir des sorbants, donc des filtres, qui régénèrent cette eau, qui éliminent les toxiques et qui éliminent les toxiques urémiques et qui éliminent l'excès de sel qu'il y a dedans et de calcium. Pour l'électricité, par exemple en Australie encore, ils ont installé des panneaux solaires et qui ont permis de couvrir 90% de leurs besoins de gestion des appareils et des générateurs. Voilà, donc comme vous l'avez, j'espère, constaté, que l'eau, c'est un défi pour l'avoir, défi pour avoir sa qualité, défi pour la distribuer à cause des coupures électriques, à cause de sa toxicité, sa contamination, à cause des canalisations, à cause des centrales qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas entretenues et ils n'ont pas accès aux pièces détachées. C'est un défi aussi sur sa qualité bactériologique et puis un grand défi avec le manque d'eau qu'il y a de réutilisation et récupération de cette eau. Mais ça, c'est un grand projet de futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question avant qu'on fasse appel au docteur Monique Arèche, qui sera la dernière intervenante aujourd'hui, qui est néphrologue comme vous. Sur vos constats, la situation s'arrange ou s'aggrave? La situation s'aggrave. Si on parle de la bombe de Gaza, il est clair que ça va droit dans le mur, parce que vous avez vu les conditions de traitement au niveau d'Al-Shifa. Je ne sais pas où ils vont aller plus. Ils ont pris le secteur de gastro-entérologie et d'endoscopie pour s'étendre, mais ils vont s'étendre jusqu'où? Donc il faut des solutions d'autonomie, il faut des solutions de dialyse à domicile, il faut des solutions de recyclage de l'eau. L'eau n'est pas bonne du tout. Et puis au niveau de la bande de l'Est, à cause de tous ces barrages qui sont 100 barrages permanents et 350 mobiles, les patients n'ont pas un traitement adéquat. Donc pareil, il faut miser sur l'autonomie et
pour que les patients aient des moyens de se débrouiller autrement que ce qui est acté aujourd'hui. Docteur Badran, vous voulez poser une question? Je vais faire un petit commentaire si je peux. Est-ce qu'on peut te donner éventuellement un micro, Docteur Badran, si je donne le mien, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Hamad, c'était vraiment exposé tout avec clair. Je pouvais remercier aussi toute l'équipe qui était avec Hamad et le professeur Georges Moffat qui est présent, les interviewalistes. J'aimerais ajouter, parce que j'ai appris un petit peu l'organisme, tout ça, moi je suis chirurgien, mais on a appris des choses. Donc, là, le problème de l'eau, c'est très important, c'est évident. Ce qu'on voit de plus comme problème, c'est le problème de la fistule, de la communication entre l'artère et la veine, à travers laquelle on va réaliser la dialyse. Si vous faites l'odialyse, ce n'est pas sur la peau, il faut dans une fistule. La fistule faite par le chirurgien palestinien donne beaucoup de complications. Ces complications sont liées à des réseaux glutiques dont on parle de par cœur, ainsi qu'aux trains de parsontique, aujourd'hui. Et donc, il faut agir par rapport à ça, améliorer déjà la qualité de traitement par un apport vasculaire tout à fait correct, chose qui doit, pour nous, être notre priorité absolument. Le deuxième point, c'est la greffe rénale, parce qu'un hémodialysé, son avenir n'est pas d'être hémodialysé que sa vie. Certaines mamans bénéficient d'une greffe rénale. Alors, les greffes rénales, à Gaza, n'existaient pas. Donc, si Jordanie, ça commence à exister, ça marche bien. Et là, je profite pour dire que le projet dont il a parlé Hamad tout à l'heure, de greffe rénale à Gaza, c'est le projet de l'association PALMED, même si on a parlé de l'hôpital, mais c'est le projet de l'association PALMED, notre branche d'Angleterre, qui l'a mis en place et qui a contacté notre ami Abdel Kader, qui est un membre de l'association PALMED. Donc c'est notre projet de 2013 qui tombe droit et que ça fonctionne. Il faut aussi agir dans le sens de développer la greffe rénale, de développer la greffe, le centre de compétences. Nous sommes à Gingerland en train d'essayer de développer la biocompatibilité tissulaire, parce que ça pose un problème énorme de pouvoir reconnaître la compatibilité des tissus entre le malade et le donneur. Il faut envoyer le prélèvement en Angleterre, il faut revenir, ça prend beaucoup de temps. Et même le sang du corps de pas le prenait le lit, à plusieurs reprises, a été jeté aux frontières par les gendarmes. C'est logique en Israël, vous ne voulez pas sortir ça. Donc ça posait un problème énorme et nous sommes en train de développer ça. Donc, il y a l'hémodialyse, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la fistule, et en dernier, développer la greffe rénale. Et de nouveau, je remercie cette équipe merveilleuse et extraordinaire qui vraiment se donne complètement à cette cause et il travaille très bien. On a ajouté récemment une branche libanaise, j'allais dire, dont Mme Karaj va nous parler. Merci.